Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Libye, le gouvernement d'Union nationale souhaite lancer une contre-offensive. Offensive destinée à repousser l'armée du maréchal Khalifa Haftar qui tente de s'emparer de Tripoli depuis avril 2019. En Afrique du Sud, une start-up lance une gamme de vins en canettes. Dénommée Uncanny Wines, la société ambitionne de s'attaquer au marché international. Et enfin, un premier cas de coronavirus recensé au Sénégal. Il s'agit d'un ressortissant français résidant au Sénégal qui revenait d'un voyage en France. Mais tout d'abord, au Togo, l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo continue de contester les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante lors de l'élection présidentielle du 22 février dernier. Agbeyome Kodjo, qui réclame sa victoire, vient de nommer son Premier ministre Antoine Kofi Adjombe, un professeur de philosophie. Pour rappel, selon les chiffres de la CENI, publiés le 24 février dernier, Faure Gnassingbé a été réélu avec 72,36% des voix. Il est suivi de Agbeyome Kodjo, crédité de 18,37% des voix. Des résultats fermement dénoncés par l'ancien Premier ministre qui évoque des anomalies dans le processus électoral. La Cour constitutionnelle devrait prochainement publier les résultats définitifs de l'élection présidentielle. En Libye, le gouvernement d'Union nationale envisage de lancer une contre-offensive, une mesure destinée à repousser l'armée du maréchal Khalifa Haftar qui tente de s'emparer de Tripoli depuis avril 2019. Le GNA est ferme, la Libye se dirige potentiellement vers une crise humanitaire sans pareil. Il réclame également une intervention de la communauté internationale. Corinne Kamdem. Dans une déclaration faite ce dimanche 1er mars, Fathi Bashagha, ministre de l'Intérieur du gouvernement libyen d'Union nationale reconnu par la communauté internationale, a fait part de son intention d'amorcer la contre-offensive contre les forces du maréchal Khalifa Haftar. Des forces qui essaient de s'emparer de la capitale Tripoli depuis avril 2019. Le cessez-le-feu a été violé par Khalifa Haftar dès le premier jour, mais nous, le GNA, avons de la patience, nous voulons mettre fin à cette crise. Nous ne voulons perdre aucune région de la Libye et nous nous sommes dirigés vers le dialogue et nous insistons toujours sur le dialogue. Mais Haftar est passé d'une violation du cessez-le-feu à une autre attaque. Vendredi dernier, plus de 60 missiles ont été largués sur la base de Mitija et 60 sur Tripoli. Notre défense va passer à l'attaque également parce qu'il n'y a aucun espoir de cesser le feu. Toutes les lois, les connaissances et la sagesse de Khalifa Haftar tournent toutes autour du pistolet. Donc son pistolet doit être cassé afin que nous puissions retourner à la table du dialogue. Les bombardements autour de la capitale se sont intensifiés ces derniers jours et ils ont à plusieurs reprises entraîné la fermeture du seul aéroport de la capitale à Mitiga, tenu par le GNA. Selon les experts, depuis l'annonce du cessez-le-feu le 12 janvier 2020, le conflit a empiré. Fathi Bashagha a appelé les États-Unis et la Grande-Bretagne à faire pression sur les pays soutenant Khalifa Haftar afin de prévenir la crise humanitaire sans précédent qui menace la Libye si la communauté internationale n'intervenait pas. Il va certainement y avoir une crise humanitaire très grave. Les Libyens souffrent de ces batailles et ils fuient maintenant. Un très grand nombre de Libyens ont fui leur vie natale et vivent maintenant dans des conditions inhumaines. En janvier, la Turquie a commencé à envoyer certaines de ses forces et des combattants syriens alliés pour soutenir le gouvernement d'Union nationale. Ce qui aurait créé un équilibre militaire selon le ministre de l'Intérieur qui devrait amener Khalifa Haftar au dialogue. Et l'émissaire de l'ONU envoyé en Libye, Hassan Salamé, a annoncé sa démission. Annonce faite ce lundi 2 mars sur son compte Twitter où il évoque des raisons de santé. La CEDEAO hausse le ton en Guinée-Bissau. Après l'investiture du Premier ministre Nuno Gomes-Nabiam, l'organisation a lancé un avertissement au président Umaro Sissoko Embalo dans un nouveau communiqué publié le 1er mars. La CEDEAO évoque des investitures successives en dehors des cadres légaux et constitutionnels. Elle s'inquiète également de l'immixtion de l'armée dans la sphère politique, un sujet réalisé par Aïssatou Bari. La crise politique en Guinée-Bissau s'alise. Le pays avait depuis vendredi 2 présidents rivaux, une situation née de la confrontation toujours en cours entre les deux candidats au second tour de la présidentielle du 29 décembre. Dans un récent communiqué, la CEDEAO estime que les dernières évolutions de la situation politique dans le pays est de nature à saper les efforts de l'institution pour sortir de l'impasse.
La Commission exprime sa vive inquiétude au sujet de risques de conflits internes graves liés à la dégradation prolongée de la situation politique et demande qu'il soit sans délai mis un terme aux actions prises synonymes d'anarchie. C'est après la cérémonie d'investiture organisée par Umaro Sissoko Embalo jeudi que les choses se sont accélérées. Le pays s'est donc retrouvé avec 2 présidents et 2 premiers ministres. Cipriano Kassama, qui avait été choisi par le Parlement comme président par intérim, a fini par jeter l'éponge, craignant pour sa sécurité. Oui, parce que j'ai aucune condition de sécurité. Un président de la République par intérimaire doit être créé toutes les conditions pour assumer sa responsabilité. Pour servir la Constitution de la République, amener la paix sociale dans le cadre de la Constitution, mais je n'ai pas ça. Et ma vie est en danger, la vie de ma famille est en danger, et la vie de ce peuple est en danger, et je ne peux pas remettre ça, la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. La CEDEAO dénonce également l'émission de l'armée qui semble avoir choisi son camp. Les forces de défense et de sécurité ont pris le contrôle des principales institutions. Après une présidentielle qui s'est déroulée dans le calme, la Guinée-Bissau se retrouve donc à nouveau dans une impasse et chaque camp se dit légitime. Le Tchad envisage d'interdire les exportations de bétail sur pied d'ici 2021, une mesure prise par le gouvernement pour favoriser l'exportation de la viande produite localement. L'annonce a été faite le 29 février dernier par le président Idriss Déby à l'occasion de l'inauguration du complexe industriel des abattoirs de Logone. Nelly Claude Bessa. L'exportation du bétail sur pied, considérée par certains comme une perte pour l'économie nationale tchadienne, peut désormais générer plus de profits. Le pays a récemment inauguré le complexe industriel des abattoirs du Logone, au sud de la ville de Moundou, située à N'Djamena. D'une capacité de production de 20 000 tonnes, l'infrastructure permettra au pays de traiter le bétail sur place avant de l'exporter en surgelé ou en viande fraîche. Une modernisation du tissu industriel qui a poussé les autorités à annoncer stopper l'exportation de bétail sur pied d'ici 2021. L'exportation de bétail sur pied fait perdre à un pays aussi fragile que le Tchad plusieurs emplois et empêche au pays de profiter des emplois indirects créés par l'industrie du traitement et de l'abattage du bétail. Ce qui fait que les bêtes exportées sur pied sont, sur le plan environnemental, détruites de façon anarchique et le contrôle sanitaire n'est pas fait de façon adéquate. Bien que l'exportation du bétail sur pied représente un des pans les plus importants de l'économie du pays, l'activité a souvent été confrontée à l'insécurité liée aux guerres dans les pays destinataires. Le Tchad a dû fermer ses frontières avec la Libye, le Soudan et la République centrafricaine en 2019 pour des raisons sécuritaires. Une restriction ayant rendu difficile et complexe la transhumance du bétail à cette période-là. L'arrivée du nouveau complexe industriel permettra au pays de diversifier la commercialisation de son bétail. 2000 emplois directs seront générés à travers ce complexe des abattoirs. L'exportation de la viande peut occasionner une entrée nette de devises pour booster le niveau de l'économie tchadienne. Il y a beaucoup de produits dérivés qui peuvent être transformés sur place. Il va y avoir le développement, par exemple, des petites entreprises à travers, par exemple, la maroquinerie. En rappel, le secteur de l'élevage au Tchad contribue à la subsistance de 40% de la population rurale avec une contribution de 20% au produit intérieur brut. 80% du cheptel appartient à des systèmes pastoraux. Selon les experts, l'exportation du bétail sur pied génère officiellement près de 60 millions de dollars de chiffre d'affaires dans le pays. Du vin en canette, c'est le pari d'une start-up sud-africaine dénommée Uncanny Wines. Située au Cap, elle œuvre dans le haut de gamme pour ce marché très lucratif qui génère à l'échelle mondiale des centaines de milliards de dollars. Une opportunité pour cette start-up sud-africaine qui vise le marché international. Zahra Mohamed Moutiou. Une start-up sud-africaine a lancé une gamme de vins en canette et cherche désormais à se développer. Uncanny Wines cible d'abord un public national avant de s'attaquer au marché international. Un marché lucratif qui devrait peser près de 400 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2023.
Nous sommes proches de l'exportation vers les États-Unis, où ce marché est bien établi et je pense que le marché européen est particulièrement sensible aux avantages que nous ajoutons au produit, qui ne contient pas de soufre et qui est respectueux des végétaliens. La convivialité de l'emballage dans une boîte, ce qui réduit de loin l'empreinte carbone du consommateur. Les canettes de vin rouge et de vin blanc sont de haute gamme et sont les toutes premières en Afrique du Sud à être certifiées par le Wine and Spirit Board. La réponse initiale a été écrasante. Tout se passe très bien et au cours des prochaines semaines, nous serons disponibles dans tout le pays, dans les magasins Pick n Pay. L'Afrique du Sud a produit plus de 820 millions de litres de vin en 2018, ce qui en fait l'un des 10 premiers producteurs mondiaux. Montant des ventes cette année-là, 1,7 milliard de dollars. Premier cas de coronavirus au Sénégal. Il s'agit d'un ressortissant français résidant au Sénégal, de retour d'un séjour en France. Il a été depuis placé en quarantaine, un sujet de Zahra Mohamed Moutiou. L'Afrique en alerte face au coronavirus qui se propage. Un premier cas de coronavirus a été confirmé lundi 2 mars au Sénégal. Il s'agit d'un Français qui vit à Dakar avec sa famille depuis 2 ans. De retour de France, où l'épidémie est présente, il a été testé positif au Covid-19. Il a séjourné en France, précisément à Nîmes et à la station de ski de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 19 au 25 février 2020. Il est arrivé au Sénégal le 26 février 2020 après ses vacances. Une structure médicale privée qui a reçu le patient aurait contacté la cellule d'alerte sénégalaise mise en place contre le coronavirus. Il a ensuite été mis en quarantaine dans un centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann à Dakar. Les résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. Les autorités sénégalaises doivent désormais procéder à l'identification des personnes ayant été en contact avec le premier cas. 6 pays africains sont donc désormais touchés. L'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria et à présent le Sénégal. Ce mardi, le bilan mondial de l'épidémie de coronavirus a dépassé les 3100 morts. Dans l'actualité également, au moins 50 personnes ont été tuées au Nigeria ce dimanche 1er mars. Une offensive perpétrée dans les villages de Kerawa, Zareyawa et Marina dans l'État de Kaduna. Selon les élus locaux, une centaine d'hommes armés ont tiré au hasard sur des fidèles qui sortaient de la mosquée après la prière. Ils sont également pillé et incendié des maisons. Ces assaillants sont soupçonnés d'appartenir à un gang spécialisé dans le vol de bétail et dans les kidnappings. D'après le député de Kaduna, Zayad Ibrahim, ces hommes armés avaient accusé les habitants des villages ciblés de fournir des informations aux militaires sur leurs cachettes. Le bilan de cette attaque est pour le moment provisoire et pourrait donc s'alourdir dans les heures qui suivent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.